Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Merci d'être là. Merci de participer à cette réunion. Il s'agit de la séance d'information sur les demandes de financement au CS8. Donc, c'est notre séance d'information initiale. Nous allons présenter les principes généraux du CS8. Et je voulais rappeler encore une fois, si vous souhaitez écouter le webinaire en français, espagnol ou portugais, vous pouvez choisir l'icône d'interprétariat qui apparaît en bas de l'écran. Et là, vous pouvez choisir votre langue de choix. Et puis, vous pouvez également silencier l'audio original afin de ne pas écouter l'anglais dans le fond. Si vous avez des questions pendant la séance d'information, utilisez le chat pour les poser. Et je vois qu'il y a une personne qui a levé la main, mais nous n'allons pas autoriser les participants à prendre le micro pendant cette séance d'information, puisqu'il y a un grand nombre de participants. Donc, vous ne pouvez pas intervenir directement dans le webinaire, dans la réunion Zoom, mais s'il vous plaît, introduisez vos questions dans le chat pour que l'on puisse les répondre à la fin. La présentation ne durera pas plus d'une heure et donc à la fin, nous aurons le temps de répondre aux questions qui auront été posées sur le chat. Nous allons donc démarrer. Merci à vous tous et à vous toutes. Je m'appelle Lindsay Smith et je suis une des responsables de la gestion dans les départements d'accès au financement dans le secrétariat. Donc, je vais être la responsable de la présentation. Aujourd'hui, je vais présenter le travail du secrétariat général et aussi de mon équipe de façon spécifique. Donc, je vais présenter le cycle de subvention. Je vais montrer les similitudes et les différences par rapport à ce que vous connaissez dans le passé. Et si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Nous allons répondre aux questions à la fin de la séance, juste après la présentation. Bien, nous allons donc commencer avec une présentation du programme. Donc, nous allons expliquer quelle est la situation actuelle, ce qui s'est passé, quelle est la situation dans le cycle de subvention 8, ce que vous pouvez attendre de cela. Donc, nous allons expliquer quels sont les points clés dans le processus d'accès au financement et nous allons souligner les différences dans ce cycle-ci. Nous allons présenter de façon résumée les documents de candidature et d'orientation. Quelques aspects logistiques aussi, pour savoir ce que vous pouvez déjà faire à l'heure actuelle, quels sont les domaines opérationnels qui commencent à se déployer à ce moment-ci. Et après, nous allons aussi présenter les séances d'information, les ressources qui seront disponibles pour vous. Ah, finalement, nous aurons la séance questions-réponses. Donc, c'est ce que nous avons prévu de faire dans ce webinaire. Donc, j'ai vu beaucoup de mots de bienvenue à tout le monde. Bienvenue de Genève à vous tous et toutes. Merci d'être là aujourd'hui. Nous allons donc commencer en expliquant les conséquences des résultats de la reconstitution des ressources. Le 21 novembre, il y a quelques semaines, il y a eu un événement et depuis, il y a eu d'autres événements pour la collecte de financement et il y a eu une très grande générosité d'un grand nombre de donateurs, de bailleurs de fonds qui souhaitent financer nos activités. Donc, nous sommes très contents de vous donner la bienvenue à ce cycle de financement avec plus d'1 milliard de dollars. Et maintenant, donc, nous devons voir quelle est la quantité qui sera allouée au cycle de subvention. Nous ne sommes pas arrivés encore au niveau des allocations aux sommes allouées, mais nous sommes très remerciés, nous apprécions
les contributions et les donations des donateurs. Et en fait, nous avons vu que les reconstitutions des ressources a été plus réduite par rapport au passé. Donc, lorsque l'on compare avec le cycle 7 et aussi depuis le mécanisme de riposte à la COVID, nous avons vu une réduction. Et donc, cela veut dire que les sommes allouées seront plus réduites dans le cycle de subvention 8 par rapport au passé. Dans notre cadre général, nous avons vu qu'il y aura des fonds qui vont être alloués plus en priorité aux pays à faible revenu. Et il y aura également un décalage, disons un transfert des fonds qui sera concentré dans les pays à faible revenu et aussi ceux qui ont une charge de morbidité plus élevée. Donc, ceci, nous allons l'expliquer dans les lettres d'allocation pour expliquer quelle est la situation de votre pays spécifique en ce qui concerne les transitions accélérées. Il y aura euh, c'est un, certes. Donc, l'admissibilité ne garantit pas l'allocation et cela veut dire qu'il y aura certains pays qui ne vont pas recevoir une allocation dans ce cycle de subvention 8. Il va y avoir un ajustement que nous devrons tous faire dans cette préparation où il y a moins de ressources disponibles pour le financement. Il est très important de comprendre aussi que le paysage mondial est très différent par rapport à ce que nous avions au cycle de subvention précédent. Donc, pour cela, il faut que nous travaillions tous ensemble afin de maximiser les différentes sources de financement, le financement national, celui des partenaires, du Fonds mondial, etc. Donc, nous devons maximiser l'impact de ce que nous avons à travers l'exercice de prioriser. Nous savons tous que ceci devient essentiel maintenant qu'il y a moins de fonds disponibles que dans le passé. Aussi, il est très important de nous assurer que nous allons avoir une optimisation des ressources dans cette situation de sommes allouées plus réduites. L'intégration aussi à travers les maladies et aussi dans le système de soins primaires. Ceci est important pour optimiser les ressources, mais aussi afin de nous assurer d'avoir un grand impact grâce aux ressources qui sont disponibles. Nous devons évaluer de façon critique les obstacles ou barrières qui empêchent l'accès aux services pour les populations à plus haut risque. Nous devons travailler avec nos partenaires dans les pays, nos partenaires nationaux, afin de remonter l'autonomie. Cette autonomie sera un élément clé pour tout le cycle 8. Nous devons également accélérer l'accès aux innovations afin de réduire la charge de morbidité et aussi afin d'augmenter notre impact dans l'avenir, dans notre lutte contre les maladies. Donc, nous avons des bonnes nouvelles puisque nous avons pu restituer les ressources, mais en même temps, le financement est plus réduit et sera plus réduit que ce que nous avions dans le passé. Et dans ce cadre, nous devons nous préparer pour le cycle 8 de façon différente. Donc, il y a un changement, comme je dis, puisque les fonds seront concentrés et destinés aux pays à faible revenu et aussi dans les pays où il y a une charge de morbidité plus élevée. Et donc, nous devons nous assurer de prioriser de façon rigoureuse à toutes les étapes
Et cela veut dire que nous devrons tous travailler de façon un peu différente par rapport au passé. Lorsque nous considérons donc les points importants clés du cycle de subvention en soi, nous allons commencer donc avec la présentation globale de quelle est la situation actuelle, la vue d'ensemble des demandes de financement au cycle de subvention 8. Donc, nous faisons la mise en place, mise en œuvre des subventions. C'est ce que vous faites sur le terrain et que le Fonds mondial fait de façon globale. Donc, vous êtes déjà en train de faire la mise en œuvre des subventions du cycle de subvention 7. Mais cela veut dire que vous pouvez déjà commencer aussi à travailler pour préparer les demandes de financement au cycle de subvention 8. Donc, la première étape est la lettre d'allocation. Vous allez recevoir une lettre d'allocation. Ceci n'a pas changé. La lettre d'allocation va arriver un peu plus en retard que d'habitude. Normalement, nous envoyons cette lettre au mois de décembre, mais dans ce cas-ci, il y a un retard puisqu'il y a eu un retard et pour ce qui est des confirmations d'allocation. Donc, cela veut dire que la lettre sera envoyée au mois de mars. Je ne sais pas encore la date exacte, mi-mars à peu près, mais nous voulons que les décisions d'allocation se transforment en communication d'allocation au plus vite possible pour que vous puissiez commencer à y travailler au plus tôt en 2026. Mais nous savons qu'il y a des subventions qui hum, vont terminer à la fin de 2026 et nous savons que donc il faut pouvoir travailler dans les demandes de subventions afin de pouvoir commencer la mise en œuvre de ces nouvelles subventions-là en 2026. Mais il y a certains éléments qui, bon, comme je dis, n'ont pas changé. Il y aura un dialogue au niveau du pays pour la priorisation. Aussi, vous devez envoyer la demande de financement. Il va y avoir également un examen de demande de financement par le CTP et il y aura un envoi des subventions. Donc, un examen du comité d'approbation des subventions et finalement l'approbation du conseil d'administration avant d'arriver à la signature. Donc, les premières étapes pour l'allocation, donc, sont les mêmes. Nous allons, nous sommes en train de considérer l'admissibilité à une allocation. À l'heure actuelle, nous analysons le niveau de revenu et la charge de morbidité. Ces données combinées nous permettent de déterminer si une composante de pays, donc le VIH, tuberculose ou paludisme, si ces composantes-là sont admissibles pour une allocation. Ceci n'a pas énormément changé dans ce cycle 8, sauf pour une nouvelle disposition qui a été décidée en 2024 par le conseil d'administration. Et cela veut dire que les composantes nationales qui ont bénéficié d'un financement de transition ou qui ont réalisé une transition volontaire ne sont pas admissibles. Donc, c'est un processus de transmission définitif. Donc, cela veut dire que ces composantes-là ne sont plus admissibles à une allocation. Donc, une fois que l'admissibilité est déterminée, nous pouvons maintenant parler de la méthodologie d'allocation du 16-8. Ceci se fera au mois de janvier-février 2026. Nous avons donc une méthodologie qui est en fait assez similaire à l'approche qui a été utilisée dans le passé. Ceci dans- est débattu par le comité d'audit à l'heure actuelle et ceci sera approuvé par le par le conseil d'administration en 2026. Nous avons donc une répartition entre investissements catholiques et sommes allouées au pays. Vous avez plusieurs colonnes ici. Vous avez une répartition pour les sommes
jusqu'à 12 milliards. Et après, il y a une autre répartition pour les sommes au-dessus. Il se peut qu'il y ait des nouveaux fonds qui arrivent par le secteur privé ou public. Et donc, ceci représente le point de départ pour l'optimisation, en fait, des allocations. Il y a d'autres ajustements avant la communication finale au pays pour ce qui est des sommes allouées. Et dans les lettres d'allocation, il y aura donc une division, une répartition entre les trois maladies. Et il peut y avoir des ajustements en fonction des débats dans le pays en ce qui concerne quels sont les domaines où il y a une plus grande priorité ou plus grand besoin. Il faut qu'il y ait un débat spécifique pour déterminer quelle est la quantité qui va être investie dans des systèmes et des interventions durables et pour la pérennisation en fait des interventions dans les systèmes de santé. Donc il y a une votation et s'il y a un accord dans le pays, ceci doit être documenté et soumis au Fonds mondial pour l'approbation. Donc après la méthodologie d'allocation, nous passons à la diapositive suivante. Et il y a également un débat et dialogue sur l'investissement catalytique. Il y a trois modalités. Les fonds de contrepartie, les fonds catalytiques multipays et les initiatives stratégiques. Les domaines prioritaires pour le cycle 8 sont celles que nous avons dans en bas, en couleur. Ce sont les domaines, il y en a 7 sur l'écran, vont utiliser une ou plusieurs modalités d'investissement catalytique. Le secrétariat a recommandé qu'une source de fonds soit gardée pour les investissements catalytiques, mais il y a la possibilité aussi d'obtenir des fonds additionnels à travers des contributions privées. Nous avons à l'heure actuelle 290 millions qui ont été déjà réservés pour cela. Donc ici, vous avez les domaines prioritaires pour le cycle 8 et nous allons continuer à communiquer sur cela une, une fois que les décisions seront prises et il y aura des désignations des sommes et tout cela sera communiqué dans la lettre d'allocation. Dans la lettre d'allocation, vous allez voir comme dans le passé, la communication de la somme allouée à une composante d'un pays admissible et aussi la période d'utilisation de l'allocation. Normalement, il s'agit d'une période de 3 ans et les sources de fonds doivent être utilisées dans cette période d'utilisation de l'allocation. Aussi, nous allons communiquer la démarche de candidature puisque, bon, jusque-là, nous avions la demande et les critères qui devaient être remplis en ce qui concerne les financements nationaux ou cofinancement. Donc, comme dans le passé, dans la lettre d'allocation, vous aurez ces informations-là, mais aussi il y aura une partie euh, spécifique dans chacun des pays avec les objectifs de l'allocation. Donc, le Fonds mondial va donner une recommandation pour que l'utilisation de fonds ait le plus grand impact possible. Donc, il y aura sûrement une ou deux priorités d'investissement qui seront demandées pour les domaines les plus petits. Dans certains cas, et les pays recevront l'information aussi pour les investissements prioritaires. Et il y aura une nouvelle partie, c'est les
voie de transition et les délais. Et ceci sera quelque chose de nouveau par rapport à ce que nous avons fait dans le passé. Et il y a une nouvelle direction, en fait, pour l'approche des allocations et d'investissements de Fonds mondial. Donc, après les lettres d'allocation, le dialogue devra être très solide, extrêmement solide, afin de débattre comment l'allocation devrait être répartie et désignée. Néanmoins, je vous recommande de planifier le dialogue au niveau du pays avec un peu d'avance. Il y a certains éléments qui n'ont pas changé. Les critères d'admissibilité doivent être encore remplis pour ER1 et ERD. Le 1 établit que le dialogue doit être transparent, inclusif, et le critère d'admissibilité 2 établit que le processus doit être transparent et documenté et conformément aux orientations. Ce qui a changé en ce qui concerne le dialogue dans le cycle 8 est que le dialogue doit être intégré afin de déterminer comment maximiser l'impact du financement du Fonds mondial, mais aussi d'autres financements qui seront disponibles à travers des sources nationales ou autres. Il est très important de ne pas répéter l'approche que nous avions dans le passé pour le dialogue au niveau du pays. Donc, pour chaque maladie et chaque programme avait un dialogue séparé de façon isolée. Donc, pour le paludisme, il y avait un débat pour un dialogue pour tuberculose et un dialogue séparé, paludisme, un dialogue séparé et aussi les systèmes de santé. Mais ceci ne va pas nous aider à avoir une utilisation holistique de l'allocation ni une approche intégrée. Donc, c'est pour cela que vous devrez commencer à réfléchir comment organiser les réunions et le cadre du dialogue au niveau pays et voir comment ceci peut être facilité afin que les conversations se tiennent de façon conjointe. Il faut se concentrer dans l'impact et l'optimisation des ressources pour tous les investissements que se feront. Il faut comprendre les lacunes en termes des programmes et aussi considérer les différentes sources de financement. Et ceci, ce sont les piliers clés du dialogue au niveau du pays. Le dialogue doit être adapté au contexte de chacun des pays. Si vous pouvez déjà prévoir que vous allez vous trouver dans un pays avec revenus plus élevés et une charge de morbidité réduite, vous allez recevoir sûrement une allocation assez limitée. Donc, il faut réfléchir comment utiliser cette somme allouée afin d'équiper votre pays, afin de faire une transition effective du soutien du Fonds mondial dans ce cycle de subvention-ci. En ce qui concerne le cofinancement et le financement national, ici, il s'agit un élément clé de la pérennité. Et nous avons déjà mentionné ceci dans les cycles de subvention auparavant, dans le passé. La pérennité, ce n'est pas un concept nouveau, mais ceci deviendra un élément clé pour soutenir l'autonomie et la pérennité du programme et aussi pour les transitions. La nouvelle politique qui a été passée par le Conseil l'année dernière a eu un impact dans les pays à faible revenu et intermédiaires et dans les différentes composantes des maladies dans les différents pays, mais aussi il y a une différenciation en ce qui concerne l'attente dans le financement des différentes interventions spécifiques. Et qu'est-ce que cela veut dire de façon pratique? Le financement pour le cycle 8 entre les gouvernements
nationaux et le Fonds mondial va analyser les éléments programmatiques que le gouvernement doit présenter dans le cycle 8 afin d'augmenter leur autonomie dans l'avenir. Et en fonction de l'étape du pays et le niveau de revenu, et donc la nature du dialogue et des négociations est très importante. Et ceci va être différent par rapport à ce que nous avons fait dans le passé. Nous avons considéré dans le contexte de transition, par exemple, nous allons considérer les coûts qui ont été couverts par le Fonds mondial pour la préparation de la transition dans l'avenir. Donc, ce sont des conservations compliquées et elles commencent déjà maintenant. Et nous sommes en train de débattre donc les objectifs de cofinancement et cela apparaît au début dans le dialogue du pays. Donc le résultat du dialogue donc a changé, mais en même temps, nous espérons avoir également un dossier de demande de financement pour expliquer comment l'allocation sera investie avec la stratégie nationale de santé, le plan stratégique pour les maladies, la priorisation dans le dialogue au niveau pays et tout cela doit être, disons, intégré. Donc, à nouveau, nous parlons de cet élément holistique et la conversation intégrée, puisque nous devons nous assurer que les fonds vont être investis de la façon la plus efficace pour avoir le plus grand impact. Donc, la demande de financement doit inclure toutes les composantes admissibles en même temps. Donc, nous vous recommandons de développer tout cela en tant qu'une seule demande de financement avec multicomposantes. Donc, dans la conception du dialogue au niveau pays, doit considérer que la demande de financement doit être une seule. Et cela montre que les dialogues au niveau pays doivent être différents que dans le passé. Il y a différents dossiers de demande de financement et dans les cycles, hmm, dans les cycles dans le passé, nous avions plusieurs demandes de financement. Cette année, pour le cycle 8, nous avons le portefeuille à fort et impact et essentiel avec un formulaire et 11 annexes. Et il y aura une formation spécifique dédiée au mois de janvier. Après, nous avons les portefeuilles ciblés. Donc, le deuxième type de demande de financement. Et là, nous aurons un dossier avec un formulaire et 9 annexes. Ces deux demandes de financement sont différentes. Je vais les expliquer tout à l'heure. Mais il y a d'un côté l'analyse de comment le doit présenter comment le financement du Fonds mondial complémente le financement du gouvernement, l'investissement du gouvernement. Mais après, nous avons les portefeuilles ciblés, notamment pour les transitions et le portefeuille ciblé. Donc, nous avons deux approches. Et il y aurait une option dans le cycle 8 afin de présenter les documents de façon différente. Donc, d'un côté, nous avons la demande de financement avec la subvention prête ou la demande classique. Nous voulons que les négociations s'avancent et donc afin de réduire le temps consacré en 2026 afin de bien profiter du temps disponible. Et cela se fait de la façon suivante. Si un
ICN considère le récipiendaire principal ou récipiendaires principaux pour le cycle de subvention. Ils peuvent commencer à débattre ceci au mois de janvier, février ou bien le mois de mars. Et là, ils peuvent considérer s'ils veulent désigner un récipiendaire principal, le même qu'ils avaient, ou bien le changer. Si l'ICN décide de nominer un récipiendaire principal existant déjà pour le cycle 8, cela veut dire qu'ils peuvent utiliser la demande de la subvention toute prête, disons. Donc, cela veut dire que le récipiendaire principal qu'ils ont désigné et qui était déjà euh, récipiendaire dans le passé, pour qu'ils puissent préparer le budget détaillé avant de soumettre la demande. Donc, le lycéen va préparer les formulaires, les annexes, les différents tableaux, etc. Mais au lieu d'avoir un budget consolidé et un cadre de performance consolidé, il y aura un budget détaillé préparé par le récipiendaire et ceci peut être envoyé au Fonds mondial en tant qu'annexe. C'est une proposition, ce n'est pas une option, pas une obligation, mais nous encourageons de faire ceci. Donc, une sélection du récipiendaire principal tôt dans le processus afin de pouvoir avancer avec la préparation des documents. Dans le cas des contextes où le récipiendaire ne peut pas participer dans la préparation des budgets des documents depuis le début, ou bien lorsque un ICN souhaite changer de récipiendaire principal, alors dans ce cas-là, il faut utiliser la demande classique. Vous allez préparer la demande de financement comme vous l'avez toujours fait avec un budget consolidé et un cadre de mise en œuvre consolidé. Il y aura des formations pour cela, mais vous devez commencer à réfléchir déjà si vous souhaitez garder les récipiendaires principaux que vous avez déjà ou bien les modifier pour le cycle 8. Et donc aussi déterminer si vous voulez qu'ils participent donc à la préparation de la demande. Une fois la demande a été envoyée au Fonds mondial, elle sera examinée par le comité technique d'examen des propositions. Cette analyse va considérer les différents domaines alignés avec notre stratégie au Fonds mondial. Donc, on va considérer si les demandes sont stratégiquement ciblées, techniquement solides, dotées d'un potentiel d'impact axé sur la pérennité. Après, pour la transition, il y aura des considérations différentes. Le comité technique d'examen va peut-être préparer des recommandations aux candidats pour déterminer si ils sont prêts pour les négociations ou s'il y a une demande d'itération, un besoin d'itération. Aussi, ils vont considérer s'il y a des problèmes ou des mesures à évaluer, peut-être pendant la mise en œuvre, afin d'améliorer l'impact de l'investissement du Fonds mondial. Le CTPE va établir une priorité parmi les demandes aussi. Il y aura donc les domaines prioritaires que le candidat a identifiés comme des domaines intéressants ou des investissements seraient intéressants s'il existe de fonds disponibles. Donc, cela peut venir de fonds additionnels et qui peuvent se passer pendant l'étape de mise en place, de mise en œuvre.
Nous arrivons donc à la phase de l'établissement de la subvention. Donc, c'est le moment où il faut finaliser la négociation dans le cadre et aussi le budget détaillé. Et donc, ces documents-là doivent être envoyés ensemble. Et le comité d'approbation de subventions décidera de recommander les demandes de financement pour l'approbation du conseil d'administration. Donc voilà la vue d'ensemble des moments clés dans le cycle de subvention. Et maintenant, nous allons parler très rapidement des documents de candidature et d'orientation. Donc, pour les portefeuilles de haut impact, nous avons pu réduire le nombre des questions et détails qui sont demandés par 60%. Donc, le formulaire et les instructions sont 60% plus courts par rapport au cycle 7. Nous avons écouté vos demandes. Effectivement, cela exige beaucoup de temps. Donc, les deux différentes sections sont similaires à celles que nous avons utilisées dans le passé, mais les questions sont plus faciles, plus simples. Il y a une partie consacrée au contexte national et priorités, et là, il y a les documents nationaux. Nous ne cherchons pas des descriptions de 10 pages, mais nous voulons avoir accès à ce que vous avez déjà documenté afin d'avoir un contexte et nous permettre de comprendre l'évolution depuis le dernier cycle de subvention. Après, nous allons voir les domaines d'investissement et pourquoi. Nous devons comprendre aussi comment le financement du Fonds mondial va complémenter les planifications des plans nationaux de santé. Et donc, expliquer comment nous allons donc compléter votre propre financement national afin d'augmenter l'impact. Finalement, il y a aussi une section sur la comment le financement va arriver jusqu'aux bénéficiaires. Nous analysons tout cela de façon plus simple et vous allez le voir dans le formulaire qui sera disponible à partir d'aujourd'hui. En ce qui concerne les annexes, vous les connaissez déjà, rien de nouveau, similaire à ce qu'il y avait dans le passé, mais dans certains cas, nous avons énormément simplifié les annexes. Nous avons aussi réduit la taille, disons, du cadre de performance, par exemple, afin de vous donner un... Nous avons essayé d'éviter la duplication des questions. Et il y aura une formation au mois de janvier plus en détail sur cela. Et il y a une différence en ce qui concerne la demande pour les portefeuilles ciblés et la transition. Est-ce que vous peut passer à la diapo suivante? Donc ici aussi, cette demande est beaucoup plus courte que dans le cycle 7, mais aussi il y a une différence dans les questions que nous posons pour la demande de financement pour la transition ou les portefeuilles ciblés. Il n'y a que 6 questions très ciblées. Et cela nous aidera à avoir une image très claire de où le financement va être investi, là où il y aura le plus grand impact. Ici, il s'agit d'investissements très ciblés afin d'avoir un impact catalytique. Donc, il y a la demande de financement, les explications, la situation nationale aussi, le financement national et finalement une mise en œuvre, une section de mise en œuvre avec des annexes aussi limitées. Nous aurons également une formation dédiée au mois de mars
une fois que les lettres d'allocation auront été envoyées, puisqu'il est très important que la voie de transition doit être bien comprise avant de préparer la demande. Bien, il y a une autre demande que nous avons écoutée et c'est le fait que nos orientations en matière d'investissement est trop détaillées et nous avons changé notre document d'orientation pour le cycle 8. Donc, nous avons décidé de limiter le nombre de documents ainsi que le niveau de détail et de contenu. Donc, l'approche pour le cycle 8 est que nous avons 4 notes d'information et notes d'information technique sur lesquelles nous avons travaillé. Nos experts dans le Fonds mondial et aussi à l'externe euh, ont bien travaillé dans ces notes d'information-là et nous aurons besoin de cela par rapport à et donc tous les partenaires doivent bien connaître ces documents-là. Après, il y a d'autres orientations supplémentaires et donc on peut analyser plus en détail si c'est un domaine d'intérêt pour vous, mais ce n'est plus quelque chose d'exigé. Donc ici, nous avons les orientations de base requises pour le cycle 8, mais il y aura d'autres orientations supplémentaires disponibles. Ici, nous avons le calendrier. Donc, pour que vous sachiez ce que vous pouvez commencer à faire dès maintenant et aussi les éléments sur lesquels vous pouvez commencer à réfléchir. Quelle est la situation actuelle? Maintenant, nous sommes là au mois de décembre 2025 avec les documents du candidat publiés. Donc, normalement, cette publication se fera aujourd'hui. Et donc, cela veut dire que dans les prochains jours, pouvez aller sur le site web du Fonds mondial pour avoir accès aux documents. Donc, je vais demander à mes collègues de copier l'adresse du site web où vous pouvez avoir accès aux formulaires et aussi aux documents d'orientation. Donc, nous commençons également aujourd'hui avec cette séance d'information globale et puis nous aurons d'autres séances de formation jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, j'ai expliqué que normalement, les lettres d'allocation seront envoyées au mois de mars. Si cela dépend en fait de la décision du conseil d'administration, donc nous n'avons pas encore la date définitive pour l'envoi des lettres d'allocation, mais nous devons attendre les décisions du conseil d'administration qui devront se faire au mois de février. Après, il y a 3 délais pour la voie des demandes et il y a plusieurs opportunités pour l'envoi des documents pour l'approbation du CTP et aussi du comité d'approbation de subvention. La mise en œuvre du CS7 euh, se fait jusqu'à la fin de l'année. Donc, vous pouvez utiliser l'option de la demande classique ou bien de la demande de la subvention toute prête avec le récipiendaire principal que vous avez à l'heure actuelle. Nous savons très bien que l'implémentation, donc la mise en œuvre du CS7 continue à l'heure actuelle. Nous n'avons pas oublié ceci. Et nous savons que la préparation pour le cycle 8 se fait en même temps. Aussi, nous savons que les subventions du cycle 8 commenceront pour la plupart au mois de janvier 2027. Et donc, il faut essayer d'être efficace avec les différents délais et la préparation des demandes et documents afin de pouvoir lancer ces subventions-là au mois de janvier 2027. Donc, les discussions et conversations doivent être intégrées, transparentes, etc. Mais il y a aussi des domaines
vous pouvez commencer les conversations dès maintenant. Dans votre contexte national, comment considérer l'intégration? Quelles sont les opportunités pour accélérer la conversation en ce qui concerne l'intégration? Il s'agit de l'intégration des différentes maladies, des services de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, ainsi que dans les systèmes de soins de santé primaire. Donc, ce sont des discussions qui doivent commencer dès maintenant. Cela prendra du temps. Aussi, il faut évaluer l'utilisation des fonds de façon catalytique. Donc, la pérennisation, sont les investissements hum, nationaux. Et donc, l'investissement du Fonds mondial est un investissement catalytique afin de garantir la pérennisation des investissements nationaux. Pour le diagnostic, les coûts de diagnostic et de prestation de services, il faut considérer aussi comment entrer en synergie avec d'autres sources de financement et accords internationaux. Avoir une conception op- qui aura été optimisée. Donc, vous pouvez réfléchir sur tout cela et aussi, il faut penser à la simplification des accords de mise en œuvre. Comment et où faut-il faire des ajustements afin aussi de combiner les fonds, des investissements du Fonds mondial et aussi d'autres. Donc, nous recommandons de considérer les orientations que nous offrons et les débattre dans votre contexte national. Aussi, la sélection des récipiendaires principaux doit se faire de façon précoce. Si vous pouvez confirmer et désigner un récipiendaire déjà existant, vous pouvez décider d'utiliser la demande de financement classique ou bien celle de la subvention toute prête. Il y a 3 périodes d'examen par le CTP en 2026 et puis il y aura d'autres périodes prévues en 2027 pour les subventions qui commencent plus tard. La période 1 et 2 doivent être l'objectif pour les subventions qui arrivent à la fin au mois de décembre 2026. Donc, le 8 juin est la première date butoir. Et nous avons eu beaucoup d'exemples des candidats qui ont pu préparer des demandes de financement fantastiques avec les conversations et les dialogues au niveau pays à cette date-là. La deuxième période, c'est jusqu'au 27 juillet et la troisième période jusqu'au 5 octobre. Dans ce cas-là, c'est pour les subventions qui ne commencent pas au mois de janvier 2027, mais plus tard dans l'année. L'envoi des demandes de financement va être un peu différente. Dans le cycle 8. Nous avons le portail de partenaires. Le portail a déjà été utilisé par les récipiendaires principaux dans les pays et ceci va être utilisé par les 6CN aussi. Pour l'envoi des demandes de financement pour l'année 2026 et dans l'avenir, nous allons donc utiliser ce portail pour le faire. Ceci va être très simple. Euh, il y a un module et l'interface fournira des détails sur le document requis, affichera l'état de préparation. Il y aura également une explication de ce qui se passe avec la demande après. Il y aura également
quelque chose de nouveau, nous allons travailler avec les CISN pour vous expliquer comment l'interface fonctionne pour la demande de financement et vous pouvez commencer à vous préparer pour cela. La première chose que vous pouvez commencer à faire, c'est à identifier vos points focaux. Au mois de décembre, on voudrait vous demander d'identifier les points focaux sont bien identifiés. Donc, les mails sont effectivement les bons et les non aussi. Après, il faut identifier les membres de l'ICN et aussi les consultants peut-être qui vont vous soutenir pour savoir qui doit être défini comme la personne autorisée à télécharger les documents et euh, envoyer les annexes. Et puis, une ou deux personnes identifiées. Et en tant que personne qui va envoyer les documents. Donc, les éditeurs, il faut en avoir plusieurs avec donc la possibilité de télécharger les documents pour les annexes et aussi les formulaires. Donc, là, les budgets détaillés, etc. Donc, plusieurs personnes qui vont travailler sur cela. Si vous allez travailler, par exemple, avec une demande de subvention toute prête, là, il y a une différence puisque c'est le récipiendaire qui est déjà dans le portail. Et cet partenaire-là va être demandé à préparer le budget directement sur le portail en ligne. Donc, il y a certaines différences. Et ce sera donc en fonction du type de demande que vous allez décider d'utiliser. Et en fonction de cela, vous devrez choisir une personne différente en tant qu'éditeur ou submitter, donc la personne qui doit envoyer la demande. Donc, on en parlera aussi plus en détail dans les séances à venir. Donc, quelles sont les séances que nous aurons au mois de janvier? Tout d'abord, nous aurons une séance sur les orientations destinées aux candidats pour le cycle 8. Si nous allons parler des domaines de façon plus spécifique qui sont considérés essentiels pour le Fonds mondial, et aussi nous allons déterminer quels sont les domaines où nous ne souhaitons plus faire des investissements. Donc, nous voulons vous expliquer cela. Vous pouvez lire les notes d'information, mais vous pouvez aussi participer à la séance où nous allons expliquer tout cela et poser des questions. Il y aura aussi une autre séance au mois de janvier sur l'envoi de demandes en tant que portefeuille essentiel et portefeuille à fort impact. Nous allons parler donc des annexes, etc. Il y aura une deuxième séance sur les orientations destinées aux candidats pour la pérennité, transition, cofinancement, intégration et optimisation des ressources. Donc, des informations qui sont disponibles dans les notes d'information. Puis, il y aura aussi une séance sur les annexes avec le cadre modulaire, le cadre de performance, budget détaillé, tableau des lacunes programmatiques et tableau de baissage de financement. Et puis au mois de mars, une fois que les décisions auront été faites pour les allocations, donc nous espérons euh, que le 12 mars, nous pourrons déjà tenir cette séance sur les résultats de l'allocation et des investissements catalytiques. Et puis, euh, nous pourrons tenir la séance sur une demande en tant que portefeuille ciblé. Ici, vous avez les ressources en ligne. Il y a des décisions qui sont en train d'être faites par la gouvernance et nous n'allons pas utiliser un manuel pour les candidats. Nous allons avoir un site web où il y aura des actualisations et nous allons publier les changements. Donc, je vous recommande de visiter ce site web de façon régulière, périodique, où vous aurez des instructions, les informations sur les périodes d'envoi, les délais, comment naviguer aussi.
dans le site et aussi les trackers, le suivi d'informations par pays. Et les orientations et les formulaires seront publiés aujourd'hui ou dans les prochains jours. Donc, vous allez pouvoir commencer à analyser ces documents-là et vous pouvez après revenir, participer dans les autres séances d'information pour poser des questions si vous les avez. Bon, j'ai beaucoup présenté beaucoup de choses. Je suis sûre que vous devez avoir beaucoup de questions. Vous pouvez écrire vos questions sur le chat. Vous pouvez poser des questions en anglais, espagnol, français ou portugais. Et mes collègues vont les introduire et nous allons les lire à haute voix afin de pouvoir les traduire. Et puis, je vais inviter mes collègues à les répondre. Donc, merci de votre attention et j'espère que nous allons pouvoir répondre beaucoup de ces questions-là. Donc, première question. Sachez que les diapositives sont disponibles dans notre site web du Fonds mondial, un PDF dans toutes les langues. Donc, je vous parle en anglais et vous avez vu les diapositives en anglais, mais les différentes langues sont disponibles dans des fichiers PDF, donc dans les différentes langues français, portugais, etc. Première question. Que cela veut dire le 8 sur l'octogone? Est-ce que cela indique que quelque chose est nouveau par rapport au cycle 7? Oui, effectivement, c'est ça. Donc, ici, nous avons présenté ce qui est différent donc ce qui est similaire et ce qui est différent ou quelque chose qui va exiger une adaptation. Donc, l'octogone, effectivement, avec le 8, souligne les éléments qui sont différents. Deuxième question. Dans le cycle 8, est-ce que nous allons connaître les sources de financement alternatives de manière innovative? Bon, nous aimerions bien que ce soit comme ça, mais je dois dire que dans le Fonds mondial, la façon de fonctionner en ce qui concerne le financement d'allocation globale, il y a les contributions du secteur privé qui vont être dans les sources pour les allocations. Et après, il peut y avoir des contributions qui peuvent être allouées à des domaines spécifiques. Donc, nous avons assez d'argent pour les allocations pays et nous avons assez d'argent pour les investissements catalytiques et les domaines prioritaires. Et lorsqu'il y aura d'autres sources de financement ou de contributions du secteur privé ou d'autres financements du secteur public disponibles, pourront nous aider dans l'optimisation. Donc, les sources disponibles sont débattues à l'heure actuelle dans le conseil d'administration aussi au mois de février. Et ce que nous allons utiliser pour les décisions d'allocation qui seront communiquées dans les lettres d'allocation. Question 3. Quelle est la somme allouée pour le cycle 8? Donc, les sommes allouées par pays n'ont pas été calculées encore. Il y a un modèle d'optimisation d'allocation qui sera prêt au mois de janvier et ceci sera communiqué dans la lettre d'allocation. Mais ce que nous considérons, donc les donations qui ont été reçues jusqu'à la date, considérant les risques, les coûts opérationnels, aussi les sommes pour les investissements catalytiques, etc. Et nous considérons que ce sera environ 11
11 milliards. Et dans le cycle 7, nous avons commencé avec 13 milliards. Au mois de juin de cette année, nous avons fait une réduction hmm, d'1 milliard pour les sommes allouées par pays. Et il y a eu, comme je dis, déjà une rédaction, mais effectivement, pour le cycle 8, nous voyons que les sommes seront encore plus réduites. Donc, c'est pour cela que j'ai commencé à expliquer que nous allons devoir nous adapter à une situation où les allocations, les sommes allouées seront plus réduites par rapport au passé. C'est pour cela que nous devons travailler ensemble pour l'intégration et l'optimisation des ressources, etc., afin de garantir notre efficacité. Bien. Question 4. Y a-t-il un délai pour les bailleurs de fonds? Donc, pour des décisions qui n'ont pas encore été prises pour les donations ou les contributions. Donc, il y a des bailleurs de fonds qui ont établi qu'ils vont répondre au mois de janvier. Et c'est le 10 février, en fait, lorsque la réunion du conseil d'administration commencera. Et donc, nous avons besoin d'avoir les résultats des décisions de donation euh, avant cette date-là, afin de pouvoir considérer ces quantités-là dans les sommes allouées par pays. Mais s'il y a des contributions qui se font après cette date-là, nous les utiliserons pour des désignations, des optimisations d'allocations, des allocations additionnelles, etc. En tout cas, le financement serait très rapidement euh, investi. Bien, question 5. Tenant compte des délais très comprimés, condensés, y a-t-il des recommandations pour le Fonds mondial en ce qui concerne les différents délais? Par exemple, donc pour les fenêtres 1 et 2, par exemple, qui étaient au mois de mars et mai, au mois de 7, au cycle 7, et maintenant la fenêtre ou la période 1 est maintenant une date au mois de juin afin d'éviter des lacunes dans le financement du Fonds mondial. Donc, effectivement, si vous savez que votre subvention arrive à la fin va se terminer au mois de décembre 2026, vous devez présenter votre demande dans la période 1 ou 2 maximum. Si vous travaillez avec les documents qui sont déjà prêts pour la demande de la subvention toute prête et que vous commencez déjà le dialogue au niveau pays et que vous travaillez de façon solide, vous pouvez utiliser la période 2 pour terminer les négociations. De façon moyenne, lorsque nous analysons le passé, depuis la demande, l'envoi de la demande et l'approbation, la période moyenne est de 7 mois. Après, il y a des pays où le processus a été complété en 4 mois avec les dialogues au niveau pays, etc. Nous espérons que les outils que nous avons fournis vous aideront à le faire de façon assez rapide et pour que vous puissiez commencer les négociations de la subvention de façon précoce et rapide. Bien, question 6. Quel est le délai pour l'envoi des demandes de financement? Donc, j'ai expliqué qu'il y a déjà 3 périodes pour l'année 2026 et puis il y en aura d'autres périodes prévues pour l'année 2027. Vous devez déterminer quelle est la période que vous devez choisir en fonction de la date.
des subventions. Question 7. Quels sont les pays admissibles pour la demande de financement? Bon, bientôt, je pourrai vous dire quels sont les pays admissibles. La liste d'admissibilité est déjà prête pour 2026, donc le point de départ pour la méthodologie. Mais je dois souligner quelque chose. Le fait qu'une compensante soit admissible, ce n'est pas une garantie de recevoir une allocation. Et il est très important que nous le sachions tous. Il y a eu dans le passé des situations où un pays qui était admissible n'a pas reçu le financement d'allocation. Si un pays ne reçoit pas une lettre d'allocation, ils ne peuvent pas faire une demande de façon indépendante. Il y a la possibilité de travailler à travers une proposition multi-pays pour des investissements catalytiques. Une fois que nous connaîtrons les domaines qui seront déterminés pour les investissements catalytiques, c'est une possibilité. La liste d'admissibilité sera publiée au mois de janvier. Question 8. Est-ce que tous les pays vont recevoir des voies de transition et des délais pour la transition, indépendamment de la charge de morbidité et le groupe de revenus? Et bon, la réponse est oui, la plupart des pays vont recevoir des informations par rapport à cela. Il y aura une communication spécifique dans la lettre d'allocation pour certains pays, en disant qu'il s'agit de la dernière allocation pour le pays, en communiquant cela de façon claire. Peut-être il y aura une communication en disant que vous êtes sur une transition intermédiaire. Donc, peut-être vous allez recevoir un maximum de 2 allocations ou 3 allocations à venir en tant que maximum. Mais vous aurez donc des informations par rapport aux voies de transition et les délais de transition dans la lettre d'allocation. Donc, là où il y a les pays à revenus plus élevés et avec une charge de morbidité plus faible vont commencer ce processus de façon plus rapide. 9. Quelles sont les définitions de la charge de morbidité? Pour la charge de morbidité, elle est considérée élevée ou faible. Pour les catégories de revenus, nous prenons les informations d'une source externe et nous analysons l'évolution lors des 3 dernières années afin de déterminer la catégorie de revenus. Les définitions sont disponibles dans la politique d'admissibilité et les décisions seront disponibles au mois de janvier avec la liste dans la liste d'admissibilité. Y a-t-il d'autres questions? Nous commençons donc une nouvelle liste de questions. 1. Le dialogue pays intégré. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien. On ne- nous ne travaillons, nous ne travaillons plus par silo, de façon isolée, hum, par maladie VIH séparée de tuberculose, par exemple. Maintenant, il s'agit d'un financement pas d'allocation pays. Donc, nous avons une méthodologie d'allocation. Et c'est le point de départ où nous allons parler du programme de répartition pour savoir quelle quantité du fonds doit être désignée au système de santé et cela pourra être réparti par maladie si le pays le considère ou pour le système de santé. Ce sont des conversations ne doivent pas
considérer comment répartir l'argent, mais comment utiliser l'argent afin d'avoir un impact intégré le plus efficace pour l'avenir. Question 2. Une demande multi-pays, c'est est une demande avec trois maladies et les systèmes, c'est ça? Dans une demande combinée. Effectivement, tout le financement doit être considéré ensemble. Dans le dialogue et dans le développement, nous devons avoir une seule demande multicomposante par pays, avec les maladies et les investissements dans le système de santé. Donc, nous allons tout présenter dans une seule demande. Ici, nous voulons des informations pour expliquer quelles sont les opportunités d'intégration pour les différentes maladies et quels sont vos objectifs d'avenir, puisque l'intégration peut être un outil essentiel. Ce n'est pas uniquement l'optimisation des ressources, mais bien plus que cela. Donc, c'est l'intégration des maladies, mais aussi dans les systèmes de santé. Question 3. Nous n'avons pas vu des mentions. Vous n'avez pas parlé des allocations des fonds au système de santé, mais seulement pour les maladies. Nos fonds ne couvrent que les trois maladies-là, mais le résultat est une allocation pays. Et donc, le pays doit faire une analyse combinée avec une seule demande pour les trois maladies. Et les systèmes de santé sont essentiels pour ceci. Et donc, nous allons vous demander, comme dans le dernier cycle, nous allons vous demander de nous dire quelle est la quantité des fonds qui vont être attribués au système de santé, aux services combinés. Cette perspective transversale. Donc, l'intention est que nous allons maintenir ou augmenter nos investissements dans les systèmes de santé, puisque nous savons qu'il s'agit de la base pour avoir des programmes plus efficaces pour le VIH, la tuberculose et le paludisme. Question 4. Une demande multicomposante unique, est-ce que cela veut dire qu'il y a un seul récipiendaire principal? Et si dans un pays il y a deux récipiendaires principaux, est-ce que cela veut dire qu'un seul récipiendaire doit faire la voie de la demande? En fait, il y a une seule demande qui peut être classique avec un cadre de performance et un budget détaillé pour toute la demande de financement, ou bien si un ICN décide de désigner un récipiendaire principal déjà existant, chaque récipiendaire va préparer son cadre de performance et budget détaillé et spécifique. Et une fois que tous les récipiendaires auront préparé leurs propres documents, tout doit être envoyé en même temps au Fonds mondial. Dans le cas de la demande de financement avec la subvention toute prête, chaque un des récipiendaires doit préparer leurs propres documents, mais tout doit être envoyé en même temps. Question 5. Dans les environnements difficiles, pour où les interventions sont difficiles, lorsque le Fonds mondial sélectionne le récipiendaire,
Peut-on utiliser les deux possibilités de demande? Dans ce type de contexte, le Fonds mondial prend les décisions en ce qui concerne le récipiendaire principal. Donc, le Fonds mondial sélectionne le récipiendaire principal et le Fonds mondial, avec l'ICEN, peuvent demander le type de demande à utiliser. Ce n'est pas une décision prise par le Fonds mondial de façon indépendante. C'est quelque chose qui doit être décidé par l'ICEN et le Fonds mondial ensemble. Dans des contextes d'intervention difficiles aussi. Question 6. Si l'ICEN décide d'avoir un mélange des récipiendaires existants et nouveaux, peut-on utiliser la demande de la subvention toute prête? Ben non. La demande classique doit être utilisée s'il y a un récipiendaire principal qui change. Donc, c'est la demande classique qui doit être utilisée dès qu'il y a un récipiendaire nouveau. Question 7. Est-ce que les demandes de la subvention toute prête seront revues par le CTPE? Oui, effectivement. Les budgets détaillés vont être plus concrets. Et c'est le comité technique d'examen des propositions qui doit évaluer et examiner les demandes. Question 8. Y aura-t-il un cadre de performance et un budget pour chacune de maladies ou est-ce que tout doit être intégré dans un seul cadre de performance et un seul budget? Bon, c'est au pays de décider s'ils vont avoir un seul récipiendaire principal pour tout le financement du Fonds mondial ou bien s'ils vont avoir des récipiendaires principaux différents pour les différentes composantes des maladies ou hmm, bien par d'autres critères. C'est sont les CICEN qui devront décider cela. Nous recommandons de réfléchir à cela dès maintenant et de décider de simplifier, si possible, les structures. Donc, peut-être de réduire le nombre de récipiendaires principaux si c'est plus efficace. Donc, l'envoi de la demande sera un peu différente par rapport à ce qui s'est fait dans les accords de mise en œuvre, mais ce sont des conversations à commencer dès maintenant. Question 9. Avant, l'on considérait un conflit d'intérêts potentiel que les récipiendaires principaux participaient du début dans l'étape de demande de financement. Est-ce que c'est toujours le cas? Bien. Si l'ICN peut commencer les conversations tôt par rapport à l'adaptation des accords de mise en œuvre, s'ils vont commencer s'ils vont garder les récipiendaires existants ou s'ils vont trouver des nouveaux. Ben, au moment où ils décident de garder le même récipiendaire principal et que la désignation donc a été faite, donc effectivement, ce récipiendaire-là sera un consultant approprié pour le cycle 8. Le récipiendaire principal peut négocier le budget détaillé avec l'équipe pays. C'est l'ICN qui doit prendre la décision finale sur si la subvention répond aux priorités déterminées dans le formulaire.
Il faut qu'il y ait un équilibre ici. Le récipiendaire principal n'est pas responsable de la décision de ce qui est envoyé au Fonds mondial. C'est toujours l'ICN. Y a-t-il d'autres questions? Oui, nous recommençons avec le numéro 1. Pour les pays ASP, quand est-ce que le récipiendaire principal aura l'information sur les décisions, sur la décision de la sélection? Je n'ai pas une réponse encore. Il n'y aura pas une décision unilatérale de la part du Fonds mondial. Il y aura des conversations avec les CICEN. Donc, au mois de janvier, lors de la séance d'information que nous tiendrons mm, sur les demandes à fort impact, nous espérons avoir plus d'informations et aussi pour avoir un calendrier estimé de la sélection des récipiendaires. Question 2. Tenant compte du calendrier, quand est-ce que l'on recommande au CISEN de prendre des décisions sur les récipiendaires principaux? Avant ou après les communications d'allocation au mois de mars? Quelle serait la désignation ou nomination précoce des récipiendaires? Bon, quelle serait la règle générale? Bien, pour la période 1, si l'ICEN ne peut pas prendre une décision sur la sélection, si la décision sur le récipiendaire principal n'a pas été prise au mois de février, ils doivent utiliser la demande classique. Nous devons estimer, tenant compte de notre expérience, que cela peut prendre environ 3 mois pour la préparation de la demande de financement. Donc, la désignation précoce peut se faire avant la lettre d'allocation si tout est très clair. Si l'ICN décide que le récipiendaire principal va être le même au moins pour le cycle 8, cette décision peut être prise au mois de janvier ou février. Mais là où les conditions de mise en œuvre sont plus complexes, où il y aura des adaptations dans les programmes, il va falloir attendre jusqu'à la lettre d'allocation pour pouvoir prendre la décision, en fait. Donc, il n'y a pas une seule recommandation, cela dépend du contexte du pays. La décision peut être prise avant la lettre de location, si ceci a du sens. Pour d'autres pays, la décision devra attendre l'arrivée de la lettre d'allocation. Mais l'ICEN peut commencer à réfléchir dès maintenant sur les différentes possibilités. Question 3. Ah, et je vois bien qu'il ne me reste plus que 3 minutes. Donc, je vais répondre à la question 3. Et puis après, s'il y a d'autres questions, nous allons publier les réponses en ligne. Question 3. Quand est-ce que le récipiendaire principal peut commencer à participer dans la préparation de la demande de financement? Une fois que l'ICEN décide, vote pour le récipiendaire principal, ce récipiendaire-là peut être très utile dans la préparation de la demande de financement de façon avec des informations très détaillées. Question 4. L'approche classique aura des fichiers
sur lesquels nous travaillons sur l'ordinateur. Mais pour la subvention déjà toute prête, les annexes seront gardées en ligne, c'est ça? Donc effectivement, pour la demande classique, se fera avec des fichiers téléchargeables. Pour les subventions toutes prêtes, le formulaire doit être rempli en ligne, mais le budget détaillé peut être fait dans un fichier téléchargé. Et il y a un document qui doit être utilisé aussi seulement en ligne. Et ceci peut être euh, une source pour le budget détaillé. Donc, nous travaillons avec un software, un logiciel, avec une interface en ligne. Il y a des pays différents, des contextes différents. Et donc, nous parlerons plus en détail au mois de janvier lorsque nous parlons des portefeuilles à haut impact, à fort impact. Question 5. Quelles sont les recommandations pour les pays en ce qui concerne les augmentations progressives dans le financement? Matt, est-ce que vous pouvez répondre? Bien, en fait, il y a deux domaines clés pour le financement dans le cycle 8. Les dépenses progressives dans les systèmes de santé. Et là, nous parlons des augmentations absolues ou bien des pourcentages dans les dépenses du gouvernement dans le secteur de santé. Ce sont un peu les recommandations ou les références que nous avons pour ce critère-là. Et puis pour l'autre critère, dans la nouvelle politique de cofinancement, il y a une augmentation dans certaines interventions dans toutes les composantes. Et les références dans ce cas, c'est d'analyser ce qui est financé par le financement gouvernement, ce qui est financé par le Fonds mondial et essayer de trouver l'équilibre optimal des deux. Dans certains contextes, ceci se fera de façon progressive, assez lente dans les pays à faible revenu, par exemple. Mais dans d'autres contextes, il faut voir une- un processus plus accéléré, notamment lorsque l'on se prépare pour la transition. Merci, Matt. Je voulais aussi vous demander de répondre à la question 8 aussi sur la pérennité dans les contraintes du cycle 8. Oui, oui, je peux bien répondre. Donc, vous avez mentionné la pérennité tout au long du webinaire et ce sera un des aspects clés dans le cycle 8. Il est très difficile de parler des stratégies puisque cela dépendra du contexte. Des fois, nous voulons trouver une réponse unique pour tous les pays, mais cela dépendra en fait des contextes nationaux. Mais il y aura des thèmes qui sont pertinents. Donc, l'optimisation des programmes, par exemple. Comment mettre en œuvre les programmes de façon efficace avec les quantités limitées dont nous disposons. Puis, il y a les coûts critiques aussi à considérer. Lorsque l'on analyse le portefeuille, nous voyons des endroits où les interventions critiques sont soutenues par le financement externe. Et il faut qu'il y ait une évolution dans ces coûts-là. Et voilà donc une autre stratégie qui est très pertinente partout. Puis, la mise en œuvre dans les systèmes nationaux. C'est également un thème qui sera très pertinent partout dans le portefeuille. Donc, lorsque l'on parle de la pérennité, il y aura des approches différentes et je pense que la clé est de considérer quelles sont les stratégies qui sont applicables dans chacun des pays. Merci.
Et puis, dernière question, traite la question des voies des transitions. Ceci est lié au euh, calendrier et cela peut dépendre de la location ou la communication du fait qu'un pays va avoir une période de temps plus courte, un cycle de financement, un cycle de subvention plus court. Mais tout ceci est à décider encore. Mais aussi, puisque tout cela est basé sur ce changement dans la stratégie où nous devons changer la priorisation de nos financements qui vont se concentrer dans les pays à faible revenu et avec une charge de morbidité élevée. Matt, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Bien, en tout cas, nous voulons être transparents, honnêtes et faciles à prédire. Lorsque les pays nous disent que lorsque ils pensent aux transitions, lorsqu'ils ont besoin d'informations afin de pouvoir planifier. Donc, nous pouvons modeler et modifier donc les financements. Nous voulons vous aider, soutenir les investissements de la meilleure façon possible. Et c'est tout ce que je voudrais rajouter. Merci. Bien, nous avons dépassé notre temps et aussi je viens de lire un message d'un collègue qui me dit qu'il y a encore trois diapositives de questions encore à répondre, mais nous allons essayer de répondre la plupart de ces questions-là lors de la prochaine séance de formation au mois de janvier. Merci de votre temps, votre attention et dès que nous aurons d'autres informations additionnelles, nous allons utiliser notre site web afin de vous communiquer les nouvelles. Donc, les diapositives sont disponibles sur le site web du Fonds mondial en format PDF et dans votre propre langue aussi. Donc, vous pouvez les télécharger. Et à la prochaine fois, au mois de janvier, lors de la prochaine séance d'information.